Vous savez, on ne va pas se casser la tête sur Nike. Tout ce que je vais faire, c'est ceci. Un, je prends le transcript. Imaginons que je n'ai pas le temps de lire tout ça, d'écouter, etc. Et je vous recommande vivement de toujours écouter le transcript. Même pas juste de le lire, mais au moins d'écouter. OK? Donc, on télécharge. Je fais ceci. Je copie. Voilà. Je viens directement sur mon prompt. Je le valide. Que vous allez retrouver ici, dans la bibliothèque premium, c'est celui-ci qui est l'analyse de la conférence téléphonique sur les résultats. OK. Donc, une fois que j'ai lancé le prompt, qu'est-ce qui se passe? J'attends à peu près qu'il me fournisse le, le résultat attendu par rapport à la structure que je lui ai donnée. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Il faut toujours donner une structure à l'IA. Vous n'allez pas lui demander, par exemple, d'analyser les managers des entreprises que vous avez en portefeuille. Non. Vous allez lui dire, analyse le management en te basant sur ça, ça, ça et ça. Et en évitant ça, ça, ça et ça. OK? Et en te référant sur ceci, ceci et cela. Sinon, il aura tendance à vous raconter des histoires. Parce que l'IA est entraînée pour raconter des histoires. Et vous ne pourrez pas savoir qui vous raconte des histoires parce que la plupart des personnes qui vont utiliser l'IA sont généralement des personnes, excusez-moi du terme, hein, ils n'y connaissent rien du tout. Et je préfère même encore que vous puissiez utiliser l'IA sur une entreprise que vous connaissez. C'est encore mieux. Ça vous permet de savoir si la question que je pose me donne une réponse adéquate ou bien s'il faut l'affiner. Alors, ici, ce prompt est spécifique, il se base uniquement sur des éléments factuels. Et donc, la seule raison pour laquelle il existe, le prompt peut travailler, c'est uniquement en se basant sur les informations que je vais lui fournir. Je vais sur le résumé. On parle de Nike. Nike qui ne se porte pas bien depuis quelques mois, etc. Mais est-ce que ça vous surprend? Je pense que ici, si on prend Nike, cette vidéo-ci, très importante. Enfin, pour moi, c'est la vidéo qui résume tout ce que Nike vit aujourd'hui. Et elle date à peu près d'il y a 2 ans. Allez l'écouter. Vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas très différent de ce qu'on a mentionné précédemment. Elle a fait une erreur monumentale et elle a pensé que ça fonctionnait avec les mauvais data, en se basant uniquement sur une période qui était une période biaisée. Bref, si ça vous intéresse, allez-y. Maintenant, continuons sur Nike. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout de prendre le comment on appelle ça? Est-ce que Nike a un avantage concurrentiel? Nike, je mets décembre 2025 et je mets ici, entre parenthèses, en français. Ça, c'est pour vous, hein, parce que personnellement, je préfère les prompts en anglais, parce que je trouve qu'ils réfléchissent mieux en anglais. Et je vais juste mettre en mode rapide. Mode rapide, c'est base-toi sur tes données d'entraînement. Et je m'attends déjà à un intangible comme avantage concurrentiel. Et c'est ce qu'il a fait. Intangible, c'est l'avantage le plus fort. Low cost production, ça dépend. Donc en décembre 2025, 2000, le marché mondial du sport avec des parts de marché de 62% dans les chaussures de basketball aux États-Unis. Son avantage repose sur une force de marque inégalée et une capacité à dicter les prix soutenus par des marges brutes. Bon, sachant que je ne suis pas un mouton, les chiffres, quand il s'agit de LLM, je ne les prends jamais en considération. Ça veut dire ici que bon, ils ont une grosse part de marché, on va le dire comme ça. Et au niveau ici de l'avantage qui repose sur une marque inégalée et une capacité à dicter les prix, oui, Nike a un pricing power et ça doit se voir sur les chiffres. Mais actuellement, l'entreprise est menacée. Pourquoi? Déjà, le pourquoi commence par l'erreur qu'ils ont commise il y a quelques années, qui sont en train de rattraper présentement, mais également parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de bâtir une marque forte.
le marketing d'influence. La marque Nike est son actif le plus puissant, lui permettant de vendre des produits à des prix premium malgré des coûts de fabrication similaires à la concurrence. Attention, ça c'est vrai. Et c'est même ça le plus gros avantage. Maintenant, pour maintenir cet avantage, il faut continuellement investir dans le marketing, dans le sponsoring. Et Nike a les poches profondes. Ils ont Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo et je ne sais pas qui dans le basketball, dans le tennis ou bien dans quel autre sport. Ils ont les moyens. Comparé à des compagnies comme On, qui viennent d'arriver, qui produisent, oui, ils te disent non, 3D, ça coûte moins cher, etc. Nike peut faire la même chose. Et Nike a des brevets sur certains types de produits. Je ne dirais pas Flyknit, mais disons Flyknit, c'est une marque déposée. Ça ressemble à quoi? Regardez ceci. Personne ne va faire la même chose comme ça. OK? Nike Air, vous savez, les chaussures avec le système Air ici, c'est une marque déposée. OK? C'est un peu comme Adidas a également des marques déposées sur certains produits. C'est vraiment de la technologie. Vous voyez, ceci-là, vous ne verrez jamais ça sur une autre chaussure. Parce que ça, c'est une marque déposée de Nike. Si vous faites la même chose, on va dire, ah, ça ressemble à des Nike. Donc, cette compagnie a un pouvoir de fixation de prix. Mais quel est le problème présentement? C'est la raison pour laquelle on doit regarder à peu près tout ce qui se passe au niveau... ça, j'avais pris à peu près... ça, c'est quand je parlais ici de Broadcom, pour dire que le PDG a tendance à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit. Donc, PDG de Broadcom, s'il vous dit que ça va donner 1, il y a de grandes chances que ça donne au moins 1. Bref, ce n'est pas ça la raison. Maintenant, on va parler de Nike. Et là, on va chercher quel transcript. Je vais copier la transcription de Nike ici. Copier. Je viens là. Où est-ce qu'il est? Je pense que je l'ai mis. Ah, c'est ici. OK. Tout ce que j'ai fait, c'est de copier. J'ai collé. Et il connaît les directives. Il va les suivre. Résumé, Nike affiche des signes de convaincants en Amérique du Nord et dans la catégorie running, validant sa stratégie de retour vers les partenariats de vente en gros. Donc, faire affaire avec des compagnies comme Foot Locker. Et je rappelle que Foot Locker, c'est allé très très mal à cause de Nike parce que Nike représentait une grosse part de ses ventes. Okay? Toutefois, la performance globale reste bridée par une crise structurelle en Chine et des coûts douaniers accrus. Alors, la crise en Chine, je ne vais pas vous mentir que les compagnies chinoises comme Anta, c'est pas mauvais. Ils adoptent à peu près la même stratégie. Mais le seul inconvénient qu'ils ont, c'est pas des Nike, c'est pas des Adidas. Ce sont des marques qui viennent d'arriver. Et je ne pense pas qu'ils aient le même âge que Adidas, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas commander marge brute. OK? Deuxième élément, c'est que les stars dans le domaine du sport, qu'importe le sport, quand Nike arrive, vous propose un deal entre Nike et Anta, il y a de grandes chances que Nike soit favorisé par rapport à Anta parce qu'ils ont déjà ce brand equity-là dans la tête. OK? Quand ils arrivent pour sélectionner, quand je vais en magasin, depuis que je suis petit, j'achète des Nike. Si je deviens un sportif demain courtisé par Nike, il y a de grandes chances que j'aille sur Nike ou bien par rapport à une autre entreprise que je ne connaissais pas. Parce que j'ai peut-être aimé tel modèle ou tel modèle. Je ne dis pas que ça sera toujours comme ça, mais ça, c'est un avantage. C'est un avantage qu'il ne faut pas négliger. Under Armour est arrivé hier, avec la hype, etc. Curry, il est où maintenant? Parce que cette compagnie s'est développée avec ce type de partenariat. Aujourd'hui, elle ressemble à ceci. Elle vend toujours de la chaussure,
Mais ce n'est pas facile de bâtir un branding dans le temps, sur la durée. Ce n'est pas facile. OK? Regardez Nike. Enfin, prenons Adidas. Adidas a connu une bonne période avec le partenariat avec, comment il s'appelle encore ce gars-là? Kanye West. Ça a très bien marché. Jusqu'à ce que le monsieur pète encore les plombs comme d'habitude. OK? Mais regardez les chiffres, regardez ça. Vous voulez investir sur ce genre de business? La marque est forte, hein? Mais pour un investisseur particulier, je pense qu'il y a mieux à faire. Regardez Nike, N-K-E. Je ne dis pas que Nike, c'est mieux, mais c'est un tout petit peu plus stable. Et quand on regarde du Nike, nous avons une entreprise qui a l'habitude de gagner de l'argent. Sauf qu'elle avait l'habitude de s'échanger à des niveaux de multiples très élevés. On revient juste à la moyenne. Il ne faut pas l'oublier. La marque Nike reste forte et c'est ça leur avantage concurrentiel. Alors, quels sont les problèmes, les enjeux, les préoccupations? Tarifs douaniers, premièrement. Les problèmes en Chine. Le marché est devenu une bataille de prix et de promotion. Il admet que Nike y est perçu comme une marque lifestyle concurrençant sur les prix plutôt que comme une marque d'innovation premium. Et les termes qu'il emploie sont très importants parce qu'il veut que ce soit une marque d'innovation premium plutôt qu'une marque concurrençant sur les prix. Et je préfère l'innovation premium parce que Nike innove. En fait, vous ne vous rendez pas compte du niveau de technologie qu'il faut pour des Nike, des Puma ou bien des Adidas. OK? So, la consommation est stable dans les activités promotionnelles, etc. Blablabla. Bon, ça, on connaît ça. Mais de manière générale, vous avez la conclusion par rapport à ce prompt. Nike affiche des signes de réalisation convaincants, etc. Et il s'est basé essentiellement sur les prompts. Et quand il analyse le sentiment, c'est ton la direction est déterminée, mais transparent. Attention, je vous dis une chose. Il est préférable d'écouter vous-même les conférences call et de juger. OK? Elliott Hill, c'est un nouveau PDG, il vient juste d'arriver, un ancien de Nike, projette une confiance renouvelée dans les fondamentaux de la marque. Leaving nothing on the table. Dépendamment de ce qu'il raconte. Ça veut dire qu'en utilisant des métaphores sportives pour illustrer la persévérance. Cependant, le ton de Matthew Friend est plus prudent, soulignant les défis structurels comme 1,5 milliard de coûts annuels liés aux nouveaux tarifs douaniers américains. Maintenant, si on revient sur la stratégie employée parce que Nike est une compagnie en restructuration. Ne vous trompez même pas. Et quand on dit restructuration, ça veut dire quoi? Tout simplement dire ici que c'est c'est une entreprise qui est en difficulté pour le moment. Et elle est en difficulté pourquoi? Parce qu'elle a pris des mauvaises décisions précédemment. Mais pour un investisseur long terme, ce qui doit t'intéresser, c'est la perception de valeur à long terme de Nike. Et je pense que le brand equity de Nike dans ton cerveau, il est bien implanté. Quand tu vas en magasin, les produits Nike, tu vas les acheter à un prix plus élevé que les produits On. On va te dire non, On a des coûts de production plus bas, etc. Mais On, ce sont des marques un peu, je les vois comme les Under Armour. Ce sont des néo-marques et elles viennent juste d'arriver, etc. Oui, ça fonctionne, etc. Mais sur la durée, je ne fais pas confiance. On est sur une période de hype. Ça fonctionne plutôt bien. OK? Parce que dites-vous une chose, que Nike a les poches profondes. Je dis bien, elle a les poches profondes. D'accord? Combien de néo-marques sont arrivées? Vous avez eu du Lululemon. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Je ne dis pas que c'est mort ou quoi que ce soit, mais Loulou ne fait rien d'extraordinaire. Franchement, ils font quoi? Que Nike ne peut pas faire ou bien Adidas ne peut pas faire. Ensuite, vous avez des marques comme Crocs. Je suis sûr qu'il y a des Nike à proposer des produits un peu. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Ah, la technologie, le foam. Vous êtes sérieux là? Si vous pensez que ça, c'est une technologie? Faites très attention dans ce domaine d'activité. On a tendance à surestimer les marques qui rapportent beaucoup d'argent. Je vous ai toujours parlé d'Abercrombie Fitch.
Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a de bons résultats aujourd'hui? Pourquoi? Marketing d'influence. Vous pensez que ça va durer? Et je prends toujours l'exemple de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, hein. On a fait la promotion de BRICS, n'est-ce pas? BRICS, l'immobilier tokenisé ou je ne sais pas quoi. On en parle encore? Ça devait remplacer l'immobilier, non? Maintenant, on parle de quoi? Fundora? On parle de quoi d'autre? Et vous allez voir beaucoup d'influenceurs faire la promotion de ce type de produit-là. Ce n'est pas bon pour vous. Ah non, investissez avec le Y Combinator. Le private equity, c'est l'un des business les plus compliqués au monde. C'est pour ça que c'est extrêmement rémunérateur. En bourse, ça vous dépasse déjà de lire, vous ne savez pas lire un bilan comptable et vous vous amusez à aller faire du angel investing. Vous êtes sérieux là? Vous avez les BRICS. Vous avez quoi encore? Il y avait une autre marque là. Comment elle s'appelle encore? C'est pas, en fait, je n'ai pas de problème avec BRICS ou quoi que ce soit, hein. Mais je dis une chose, c'est que ce qui est à la mode aujourd'hui pourrait être démodé demain. OK? Et la publicité est plus facile et plus accessible aujourd'hui pour les petites marques. À une époque, des marques comme celles que j'ai citées précédemment devaient passer par la radio, la télé, les journaux. Aujourd'hui, réseaux sociaux, TikTok, parce que tu parles de bourse, on te permet de... On te dit, oh, voilà à peu près, je te propose de... Voilà, prends un code promo et toutes les personnes qui vont signer sur ce code promo, tu gagnes 35%. L'affiliation, c'est l'un des pires business au monde. Je n'aime pas l'affiliation. Même si j'ai des partenaires avec certaines entreprises. Enfin, la seule affiliation que j'utilise, c'est uniquement Fastgraft. Parce que si je ne crois pas au produit, je ne fais pas la promotion de ce produit-là. Aussi simple que ça. Et vous ne pouvez pas savoir si un produit est bon ou pas parce que vous n'y connaissez rien du tout. Et ce n'est pas un problème parce que beaucoup de gens, la façon dont je parle, les gens disent toujours que oui, mais Thierry, tu parais arrogant, etc. Mais les amis, ce qui m'inquiète, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que vous fassiez le moins d'erreurs possible. Faites moins d'erreurs que moi. Si ça peut sembler arrogant, si c'est parce que je sonne arrogant que tu ne m'écoutes pas, désabonne-toi. Va ailleurs. Parce que j'ai la prétention de ne pas être nul quand je parle de stock picking. D'accord? Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et en 10 ans, je ne t'ai jamais raconté que je gagne de l'argent ou bien je suis le prochain Warren Buffett. Non. Mais mes performances sont très intéressantes de manière générale. Mais je les garde pour moi. Parce qu'en tant que petit porteur, votre rôle, c'est d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce n'est pas de battre le marché. Et sur cette chaîne, tu es ici pour apprendre à faire du stock picking sérieusement. Et si je te dis que en utilisant les prompts, tu gagnes du temps, c'est parce que je le crois. Tu peux checker l'historique. Quand je crois à un produit, je vais en faire la promotion. Oui, ça vient de moi, bien sûr, mais ça fonctionne très bien. Et ça, je suis sûr et certain. Mais ça ne remplace pas ton jugement. Et donc, si on parle de Abercrombie, je sais que c'est une marque. Aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent parce qu'on a un produit très intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on aura toujours des produits très intéressants demain. Quand vous prenez les Cava Group, c'est la même chose. On gagne beaucoup d'argent parce qu'on est sur une hype. Donc, faites très attention. Tous les secteurs d'activité sont différents. Il faut comprendre dans quoi est-ce qu'on investit, comment est-ce que ça fonctionne avant de se faire un avis définitif. Or, très souvent, on se limite aux chiffres et on appelle ça analyse fondamentale. Je vous dis encore une chose. Le jour où vous entendez analyse fondamentale et que la personne vous présente uniquement des chiffres, désabonnez-vous. Ça ne va jamais aller dans votre sens. Bref, terminons à peu près cette analyse sur Nike. Comme je l'ai dit, Nike a présenté des résultats en dents de scie. C'est compliqué pour la compagnie parce qu'elle a encore de refaire un virage à 360 pour retourner
vers le wholesale. Donc, avant, elle avait décidé de vendre en passant par ses magasins en propre. La pandémie lui a donné des faux signaux dans le sens où ça fonctionnait jusqu'à ce que la pandémie se termine. Et quand la pandémie est terminée, les gens sont retournés dans les magasins autres que Nike. Et Nike se retrouve aujourd'hui avec des coûts d'exploitation plus élevés. Oh, c'est tout. Le business en profondeur. Mais le branding, le brand equity de Nike n'a pas disparu. Au contraire, le nouveau PDG, je pense que la stratégie qu'il a, c'est la bonne. Maximiser sur les partenariats. Les partenariats en question permettront de convertir. En fait, pour faire simple, ces influenceurs sont les athlètes qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Cristiano Ronaldo, il est suivi par combien de millions d'abonnés? Combien? C'est Nike. Vous l'imaginez sur Adidas? Non. Messi, c'est Adidas. Jordan, c'est Nike. LeBron James, c'est Nike. Vous imaginez LeBron James chez Puma? Qui est parti chez Puma? En fait, il y a des athlètes qui ressemblent à la marque. C'est comme aujourd'hui, quand vous me parlez de Zidane, Zidane, c'est Adidas. Cantona, c'est Adidas. Vous voyez ce que je veux dire? Ronaldinho, c'est Nike. C'est un brand equity qui a de la valeur à long terme. Et dès le moment où on sélectionne les bonnes personnes, et très souvent, ces personnes-là, c'est elles-mêmes qui vont vers Nike. Parce que Nike a un brand equity très élevé. Oui, le direct to consumer, il y a toujours une certaine croissance, mais ce n'est plus ce que c'était à l'époque. OK? Il n'y a pas de network effect ici. Il n'y a pas le low cost producing, c'est par rapport au sourcing. OK? C'est normal. Nike étant une entreprise d'envergure, peut commander des prix, peut avoir un prix, demander à ses fournisseurs de baisser les prix de manière générale. Donc, c'est un bon business. Et je pense que Nike a un pricing power. On n'a pas parlé de chiffres. OK, t'inquiète. NKE. Voilà. Le premier niveau de pricing power, c'est quoi? C'est le maintien des marges. OK? Et quand je dis maintien des marges, je commence par quoi? La marge brute. Et quand je prends la marge brute, ici, gross margin, tu observes quoi? Sur les dernières années, il faut dézoomer parce que là, tu vas te dire, oh non, c'est 41%, c'est plus bas. En moyenne, c'est 45%. Je ne dis pas que ça, c'est insignifiant, mais quelle est la raison? On a du déstockage chez Nike. Si tu écoutes, question, précision par rapport au concept de manche-milieu. Après, moment de reprise deviendra linéaire. Questionnement sur les marges EBIT à 2 chiffres. Conviction de croissance pour les autres catégories. Après le succès du running. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? D'être une année de mesure pour redimensionner notre activité classique. Redonner à Nike Digital une expérience premium. Diversifier notre portefeuille de produits et renforcer nos relations avec les partenaires. Il a ajouté, la marque Nike progresse ce trimestre et le mix était solide. Nous avons réalisé une croissance de 8% dans les ventes en gros et avons eu moins de jours de promotion. Parce que Nike est toujours en promotion. Ils ont énormément, tous les stocks qu'ils ont présentement, ils sont en train de les bazarder. Une fois qu'ils ont bazardé tous ces stocks-là, ils vont maximiser sur l'innovation. Encore que je trouve que Nike a toujours innové par rapport à Adidas. Je trouve que Adidas s'est toujours adossé sur ses vieux modèles, alors que Nike a toujours essayé de faire mieux que les vieux modèles. Mais, excusez-moi, la Samba d'Adidas qui coûte $150 aujourd'hui, c'est une basket qui coûtait il y a 10 ans. Je dis bien il y a 10 ans, elle coûtait à peu près 60 $ canadiens, dont le prix a presque triplé en 10 ans. Pricing power. Et pourquoi est-ce que les gens achètent? Parce que l'entreprise revient à la mode. La basket en question revient à la mode. Comment est-ce qu'elle revient à la mode? En utilisant les influenceurs. Et vous pensez que Nike va être en retard? Bref, niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Deuxième niveau, allons regarder l'EBITDA. Il
faut pas que je sonne là comme si quelqu'un j'appréciais trop Nike ou quoi que ce soit. Non. Je parle de business au-delà des chiffres. Et c'est important pour moi de vous montrer que les chiffres peuvent raconter une histoire, mais la réalité peut être totalement différente. Les marges EBIT sont en moyenne de 15%. Aujourd'hui, c'est 8,29, 22. Pourquoi? Si la marge EBITDA est en décroissance, disons de près de 6 points, alors que la marge brute, c'est aux alentours de 3 points à 4 points par là, ça veut dire que les dépenses opérationnelles n'ont pas trop changé. Et les dépenses opérationnelles, c'est où? Si c'est marketing, c'est une bonne chose pour ce genre d'entreprise. OK? Recherche et développement également, ça ne sera pas mal. Donc pour moi, en fait, Nike ne va pas mourir. Et elle rachète massivement ses actions et elle continue à le faire. Également, par rapport au shareholder yield, rachat d'actions, remboursement de la dette, paiement de dividendes, on est à peu près aux alentours de 2,2%, 2,8%. Mais par rapport aux dividendes, revenons ici. Avant d'arriver aux dividendes, terminons par la dette. Est-ce que Nike a les moyens de repayer sa dette avec l'EBITDA? Nike a moins de une fois l'EBITDA en termes de dette. Vous pensez que l'entreprise est endettée? Elle pourrait aller jusqu'à 5 fois l'EBITDA. Et si elle a un EBITDA de, disons, de 3 milliards, elle pourrait aller à 15 milliards de dette nette. OK? Et si elle va actuellement, elle est à combien? Nike est à 3 milliards. Et j'entends les gens dire que non, Nike est surévalué, elle paye le dividende ici avec en s'endettant. Vous êtes sérieux là? Qu'elle devrait couper le dividende? Nike pourrait payer le même niveau de dividende. Disons, reprenez juste ceci. Dividende. C'est pour ça que quand vous regardez les chiffres, il faut faire très attention. Dividende. Ça donne quoi ici? Nike paye combien en termes de dividendes? Près de 2 milliards 300. OK? En free cash flow, elle génère combien? 3 milliards. Si vous enlevez les stock-based compensation, ce qu'elle rapporte en dividende, ce qu'elle rapporte en free cash flow, elle le repaye, elle le repaye totalement en dividende sur la période actuelle. Mais on a quoi? Augmentation ici. Oui ou non? On a une augmentation. Et vous allez remarquer qu'à partir de cette période, on a beaucoup de variations. Pourquoi? Parce que vu que Nike a commencé à vendre en propre, il y a beaucoup de BFR. OK? Lisez les rapports financiers. Écoutez les conférences calls. Allez au-delà des chiffres. La meilleure façon de valoriser Nike, parce qu'elle a les moyens de payer ce dividende, elle pourrait même s'endetter si elle voulait. Tant qu'elle rapporte au moins 3 milliards par an, elle n'a même pas besoin de prendre de dette si vous excluez les stock-based compensation. Maintenant, je vais analyser Nike. Cash from operation. Je normalise sur les 5 dernières années. Je ne prends même pas les attentes des analystes parce qu'en fait, faire des prévisions sur la vente au détail, c'est compliqué. Je prends les 5 dernières années, ça donne à peu près, je vais arrondir à 6 milliards. 6 milliards multiplié par 15 fois les cash flows, ça fait 90 milliards. Moins la dette nette, disons, qui est très insignifiante, divisé par le nombre d'actions, à peu près 1 milliard 500. Donc, divisé par 1,5, ça donne à peu près 60 dollars l'action. 60 pour le moment. Pas d'augmentation des cash flows opérationnels, stagnation du business, préservation des marges. On est à 60. Grand max. Je ne vous ai pas dit que c'est le prix auquel j'aimerais acheter cette compagnie. Parce qu'en réalité, est-ce que j'ai une marge de sécurité? Si je l'achète au prix actuel, ça veut dire que ma marge de sécurité, c'est la croissance. Et je pense que Nike pourrait connaître une croissance à venir.
Ça, c'est mon avis. Parce que le brand equity de cette marque est très forte. Et je m'interdis d'investir sur Nike parce que j'aime la marque. Faut dire la vérité. Et donc, vous me connaissez, je n'aime pas le B2C, mais ce serait malhonnête de ma part de dire ici que Nike, elle est morte ou quoi que ce soit. Il faut d'abord reconnaître quel est le problème, comment est-ce qu'on essaye de gérer ce problème-là et est-ce qu'on peut s'en sortir. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En description de la vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires pour accéder au prompt. Et comme je l'ai dit, ici, vous avez un nombre de places limité. Je pense que je vais avoir tendance à modifier ça tout à l'heure parce que pendant que je faisais la vidéo, je pense qu'on a eu quelques abonnés, ce qui est une bonne chose. Donc, si d'ici le 26, les places sont terminées, bye bye. Si d'ici le 26, après le 26, les prix vont changer, et je vous laisse aller voir c'est quoi le prix aujourd'hui. Vous avez le lien avec un code spécial en description de la vidéo. Pour moi, Nike, au prix actuel, c'est très intéressant. OK? Elle n'est pas destinée à mourir. Je pense que les dernières entreprises à mourir dans ce secteur, ce seront des entités comme Nike et Adidas. Je ne vais pas parler de Puma ou quoi que ce soit. Bref, un like, un abonnement, un commentaire. On se donne rendez-vous ici dans... Dans quoi? Je ne sais même pas. Bref, dividende est safe. Il y a des grandes chances qu'il continue à le payer, qu'il augmente. Il n'est pas en danger de manière générale. Allez, au revoir.